Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir à la 6e session de la série Boîte à outils en sciences humaines numériques. Je suis Jada Watson, coordonnatrice de sciences humaines numériques à la Faculté des Arts de l'Université d'Ottawa. Good morning and welcome to a new session of the DH Toolbox series. I'm Jada Watson, coordinator of digital humanities at the Faculty of Arts in the University of Ottawa. Before we begin today, I want to start with an Indigenous land affirmation. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date d'unissant ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi le courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. We pay respect to the Algonquin people, who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their we acknowledge the longstanding relationship with this territory, which remains unceded. We pay respect to all Indigenous people in this region from all nations across Canada who call Ottawa home. We acknowledge their traditional knowledge keepers, both young and old, and we honor their courageous leaders past, present, and future. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui ma collègue Meredith Rocky, qui, avec ses assistants de recherche, Dominique Gagnon et Bianca Saint-Denis, va nous parler de la communication et de la littératie des données. La professeure Rocky est professeure adjointe au département de communication et Dominique et Bianca sont étudiants à l'école de psychologie. Avant de céder la parole et l'écran à nos invités, je demande à vous de s'assurer que vos caméras et vos micros sont en sourdine. Veuillez utiliser le chat pour saisir vos questions. Alors, c'est à vous. Perfect. Alors, bonjour, j'espère que vous pouvez nous voir et que je n'ai pas la tête coupée. Alors, oui, merci pour l'introduction, Jada. Alors, aujourd'hui, on va vous parler un peu de la recherche qu'on fait dans le labo des littératies des données. Et c'est ça. Alors, on a quelques diapos d'introduction. Ensuite, on va commencer à nous parler de notre recherche. Mais avant de vous parler des projets qu'on fait, je voulais juste vous parler un peu d'où vient l'idée de la littératie des données et pourquoi on devrait être conscient de ce concept et pourquoi on devrait l'intégrer dans nos propres recherches et nos propres considérations. Alors, comme vous le savez tous, nous vivons présentement dans un monde très connecté. Alors, la communication est instantanée, merci à toutes les innovations qu'on a, innovations technologiques. Et maintenant, on peut communiquer avec n'importe qui, n'importe quand. Et à tous les jours, on produit plus de données qu'on n'a jamais produit auparavant. Alors, il y a des données partout, on a accès à ces données, on crée des données. Nous sommes consommateurs et producteurs de données en tout moment. OK, parfait. Problème technique. Alors, et de plus en plus, on se fie sur des données pour informer nos décisions. Et ça, c'est nos décisions sur comment on va étudier, comment on va sauver notre argent, comment on va planifier pour notre avenir, etc. Alors, les données sont partout. Et les habiletés ou les skills de gérer et interpréter et communiquer les résultats à l'aide de données deviennent de plus en plus importants. Et même aujourd'hui, c'est presque rendu au point où des carrières qu'avant, on n'avait pas la nécessité d'utiliser des données, c'est maintenant rendu au point que, oui, même des carrières qu'avant, on pouvait dire, oh, j'aime pas les mathématiques, j'aime pas les chiffres, c'est pour ça que j'ai choisi cette carrière ici. Mais maintenant, avec les données, de plus en plus, avec le fait que les données sont de plus en plus partout, ces types d'emplois sont de moins en moins communs et c'est plus commun nécessaire d'être à l'aise avec des données. OK. Et juste pour vous donner un exemple, même quelqu'un qui veut travailler avec des outils des médias sociaux, même si on veut être en promotion, communication, etc., dès qu'on regarde comme les métriques pour voir un peu est-ce que nos posts ou nos annonces ont attiré un certain
full ou pas, on voit qu'on doit se fier à des données pour prendre des décisions et décider si un message a été lu ou pas, etc. Perfect. Et aussi, de plus en plus, des compétences ou la capacité de comprendre et interpréter des données aident à différencier entre des nouvelles qui sont bonnes et des données qui sont vraies, de les données qui sont soit fausses ou des mauvaises représentations de données. Et c'est pour ça que la littératie des données est maintenant rendue une habilité essentielle, un outil clé qu'il faut non seulement pour faire de la recherche, mais aussi pour exister et participer dans cette société. Alors, c'est pour ça que nous, on fait de la recherche sur la littératie des données. Et on veut être clair que la littératie des données n'est pas juste l'idée d'être bonne avec les statistiques ou en mathématiques. OK? Alors, la littératie des données compte essentiellement 5 habiletés. Et ça, c'est un modèle de littératie des données qui a été créé par Gall. Mais on voit que ce n'est pas juste les mathématiques, ce n'est pas juste les statistiques, mais c'est vraiment des compétences globales qui incluent la pensée critique, des connaissances contextuelles, ainsi que la capacité de lire et écrire, alors des connaissances littéraires, et en plus de ça, les connaissances mathématiques et statistiques. Mais pour être ou avoir une littératie des données, il faut être critique dans le sens qu'on peut évaluer la source de données, décider si la source est bonne ou pas et comprendre comment les données sont utilisées pour influencer une décision. On doit aussi comprendre le contexte d'où viennent ces données. Est-ce que c'est quelqu'un a acheté les données? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ces données ont été créées ou amassées? Alors, il faut être capable de contextualiser les données dans un plus gros contexte. Ensuite, si on ne peut pas lire, et on ne parle même pas de chiffres, mais si on ne peut pas lire ou écrire, on ne peut pas comprendre ou contextualiser les données. Et ensuite, il faut des connaissances de base en statistiques et mathématiques. Rien de complexe, mais juste assez pour comprendre si oui ou non une représentation de données est claire ou pas et être capable de communiquer ces chiffres ou données. Alors, nous, le laboratoire de littératie des données à l'Université d'Ottawa, on s'intéresse à comment les personnes apprennent ces habiletés, comment on peut intégrer ces habiletés dans nos recherches et promouvoir ces compétences. Et aussi, à l'extérieur de l'université, on veut promouvoir ces habiletés comme étant des habiletés de base fondamentales qui sont nécessaires pour exister et thriver en société. Désolée pour l'anglais. Alors, comme Jada m'a introduit, alors je suis prof au département de communication, mais je travaille très proche avec des collègues à l'école de psychologie. Et j'ai aussi avec moi 2 présentatrices, Dominique et Bianca, et je vais leur laisser s'introduire. J'espère qu'ils peuvent. Yeah. Moi, c'est Dominique, donc je suis étudiante en 4e année au baccalauréat en psychologie avec Bianca. Oui, donc moi aussi, je suis étudiante en 4e année au baccalauréat spécialisé en psychologie. Puis nous 2 faisons nos thèses d'honneur sous la supervision de Dr. Rocky et puis Dr. Simon Baudry. C'est ça. Alors, Simon n'est pas là aujourd'hui, mais c'est notre co-directeur du labo. Et lui aussi s'intéresse beaucoup à la littératie des données et sur l'idée de promouvoir l'enseignement et l'intégration de ces compétences dans tous les domaines de la vie. Alors, nous, au labo, on a 3 gros axes d'objectifs de recherche. Alors, la première, c'est sur l'éducation, sur la littératie des données. Alors, ça, c'est vraiment l'objectif est d'améliorer comment on enseigne ces habiletés. Présentement, c'est intégré dans nos cours de statistiques et méthodes de recherche. Et d'après nous, il y a une opportunité d'améliorer cette approche-là. On a aussi l'objectif de réduire un peu les barrières quand ça vient à activer les compétences. Et les barrières, souvent, sont soit une barrière de motivation où les personnes ne sont pas motivés d'utiliser ces compétences ou ils ont une anxiété. Et Bianca va vous parler plus de l'anxiété face aux données bientôt. Et aussi, on a toujours l'objectif d'améliorer la façon qu'on communique avec les données.
Et alors ça, c'est l'idée d'être plus clair, d'être plus transparent, plus ouvert, plus accessible avec la façon dont les données sont représentées. Alors, on a plusieurs projets en cours. Peut-être, juste on peut... Yeah. Alors, on voit ici que nos axes de recherche, on a... Alors, nos projets se divisent comme en différentes voies. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un couple. Alors, comme j'ai mentionné, Bianca va vous parler de l'anxiété des données. Dominique va vous parler un peu des études qu'on a faites chez les étudiants pour comprendre leurs expériences actuelles. Et aussi, on va vous parler de leur projet de thèse de spec où on regarde la résilience académique, qui est aussi un facteur qui revient pas quand ça vient à le développement des habiletés de littératie des données. Et je vais aussi vous parler d'une grosse étude longitudinale qu'on fait présentement sur les étudiants qui prennent des cours de statistique pour comprendre comment ces habiletés sont présentement apprises ou pas dans le contexte des cours qu'on offre déjà. Mais essentiellement, le but, c'est de vous présenter un peu les outils qu'on utilise dans notre recherche, mais aussi de vous convaincre que la littératie des données est un outil nécessaire pour non seulement faire de la recherche, mais pour communiquer la recherche et surtout dans les humanités numériques, d'être conscient sur la façon que les données sont présentées et amassées pour mieux promouvoir la compréhension, la communication de vos projets, de whatever digital humanities does. Unclear. Kidding. OK. Alors, moi, je vais commencer à vous parler un peu du projet de Stats. Ensuite, je vais passer la parole à Bianca et Dominique pour vous parler de d'autres projets. Alors, pour vous donner un contexte, alors, je viens de vous convaincre que, j'espère que je viens de vous convaincre que la littératie des données est parfaite, pas parfaite, est importante. Mais le problème qu'on a présentement, c'est que les niveaux de littératie sont quand même très faibles chez les étudiants de premier cycle. Alors, on parle d'étudiants au bac, mais aussi aux études supérieures et aussi dans la population générale. Alors, on a un problème où de plus en plus, c'est une habileté qu'on a besoin, qui est important et qui est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une société, mais on a un problème que les personnes dans la société n'ont pas vraiment ces compétences. Présentement, on présume que les étudiants qui prennent un cours de méthode de recherche ou prennent un cours de statistique apprennent ces habiletés dans ce cours-là, mais nos recherches et ainsi que les projets de recherche de d'autres chercheurs démontrent que ce n'est pas vraiment le cas et que ce n'est pas très clair qu'est-ce qui est appris présentement dans les cours de méthode de recherche, surtout les cours de méthode de recherche quantitative. Ici, à l'Université d'Ottawa, on a 9 cours d'introduction en méthode quantitative et ce sont des cours qui sont équivalents. Alors, on a des cours en communication, psychologie, économie, administration, linguistique, sociologie, etc. Alors, ce sont tous des cours que si un étudiant voulait prendre un, ça serait l'équivalent d'un autre dans le calendrier scolaire. Alors, les étudiants ne peuvent pas faire le cours 2 fois et recevoir des crédits 2 fois. Alors, c'est des équivalents. Et en plus, si on multiplie ça par les sections en français et en anglais, on a essentiellement 18 cours qui sont pareils au niveau description de cours et objectifs. Et nous, on voulait voir dans ces cours-là, qui représentent plusieurs disciplines et plusieurs approches, si les compétences reliées à la littératie des données sont acquises dans ces cours et sinon, pourquoi, comment, etc. Alors, ça, c'est le contexte. Alors, pour ce faire, on a fait une demande au CRSH pour des fonds pour faire 3 études, dont la première, c'était vraiment de comprendre c'est quoi la situation actuelle chez les étudiants au bac quand ça vient à la littératie des données. Deuxième partie, c'était de consulter les experts. Et quand on parle d'experts, on parle de ceux qui vivent l'expérience. Alors, les profs, les étudiants, des administrateurs, des employeurs qui embauchent des diplômés par la suite, avec le but de comprendre, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on améliore. Et ensuite, une troisième étude pour déterminer les priorités si on va faire des changements. Alors, le projet est presque complété. Alors, je vais vous parler un peu des résultats. Alors, pour commencer, le but
au début, c'était de comprendre, OK, au premier cycle, est-ce que les étudiants sont data literate? Et alors, on a fait plusieurs études. Ce sont des résultats d'une étude préliminaire où on a regardé au taux de littératie de données chez 350 étudiants. Et essentiellement, on a trouvé que, it's all good, que le taux n'était pas tout à fait, c'était pas excellent. Alors, si on regarde juste la dimension connaissances statistiques, alors c'est pas le score global, mais juste les compétences statistiques, on voit que la moyenne était de 7,4 sur une échelle de 14. Alors, ça veut dire que sur les 14 questions qu'on avait pour déterminer les compétences statistiques, on avait juste, la moyenne était 50 Alors, ça, c'était pas si fort, mais encore plus problématique, c'était le fait qu'on avait fait une comparaison pour comparer les étudiants qui ont déjà pris leur cours de méthode quantitative avec ceux qui ne l'ont pas fait. Et on voit que c'était pas vraiment super. Alors, à la fin d'un cours de méthode quantitative, on avait en moyenne une question de plus de bien que de ne pas l'avoir fait. Alors, c'est pas idéal. Alors, ça démontre un peu ou supporte l'idée qu'il y a un problème. Ensuite, le deuxième objectif, c'était d'aller vraiment étudier les étudiants, suivre les étudiants pendant leur premier cours de stats et de comprendre, OK, qu'est-ce qui arrive pendant le trimestre. Alors, on commence, disons, en septembre. Comment est-ce que ces habiletés sont enseignées, apprises, retenues, etc. pendant une période de 4 mois. Alors, ça fait 3 semestres qu'on recrute des participants pour cette étude, mais on utilise une méthodologie qui s'appelle une évaluation écologique momentanée, où on prend... alors, je vais expliquer les temps de mesure dans une seconde, mais pour le faire, on utilise l'application Life Data. Alors, si c'est quelque chose que ça vous intéresse de faire des recherches où, au lieu de prendre des temps de mesure avec des individuels comme ici et ici, mais de le faire à plusieurs reprises, il existe des applications pour faire ça et on a accès à l'Université d'Ottawa à travers le labo Inspire. Et au département de communication, on est membre officiel du labo Inspire et ça veut dire qu'on a aussi accès à leurs ressources. Alors, si c'est un outil qui vous intéresse, vous pouvez l'accéder au labo Inspire. Mais essentiellement, c'est une application smartphone et les étudiants, quand ils se joignent à une étude, ils reçoivent des petites notifications pour remplir des questionnaires pendant la session. Alors, ça facilite beaucoup la collection de données parce qu'on peut voir qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, on peut envoyer des rappels, etc. Alors, nous, on voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe pendant une session. Alors, si on va à la prochaine. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'au début du semestre, on a recruté des participants et la façon qu'on les a recrutés, c'était par les profs. Alors, on a envoyé un message à tous les profs avant le début de la session et on leur a demandé de promouvoir l'étude. Ensuite, dans la première semaine de la session, tout le monde a passé un questionnaire pré-semestre où on a amassé les données sociodémographiques et on a aussi évalué les taux de base de la littératie de données. Ensuite, pendant les 13 semaines de la session, les étudiants recevaient un petit questionnaire par téléphone à l'aide du Life Data App pour nous dire un peu comment ça se passait dans leur cours. Et ensuite, à la fin de la session, ils ont refait le questionnaire. Alors, jusqu'à date, on a fini la collection de données. On a 300 participants avec des données complètes. Alors, ça veut dire qu'ils ont complété le pré-post et au moins 8 des évaluations hebdomadaires. Mais on a aussi un autre 150 participants qui ont fait une partie. Alors, on veut aussi examiner ces participants-là parce qu'on s'attend qu'il y a peut-être des facteurs qui ont, dans leurs données de base, qui ont prédit qu'ils n'ont même pas complété le questionnaire. So, on va revoir ça. Mais à partir des résultats préliminaires qu'on a effectués sur les données de l'automne 2021, on voit qu'il y a des changements au niveau des émotions vécues, satisfaction, motivation pendant le cours et que généralement, it's not going great. Right? So, prochaine diapo.
C'est ça. Alors, on voit qu'il y a une petite amélioration de ces connaissances statistiques, mais pas beaucoup. Il y a de la variation de semaine en semaine. Les étudiants qui sont motivés pour des raisons intrinsèques ou autonomes ont plus de succès dans ces cours que les étudiants qui se sentent plus une motivation extrinsèque ou contrôlée pour étudier ou prendre un cours en méthode quantitative. Mais les résultats pointent vraiment à une situation où on a des problèmes. Ça, c'est ça. Alors, juste rapidement, avant de passer la parole à Dominique, on a aussi regardé aux employeurs et professeurs pour leur demander leur perspective et on voit aussi les mêmes problèmes. Alors, chez les profs, on voit qu'on a fait des entrevues et on a vu que essentiellement, les profs rapportent qu'il y a des barrières académiques. Alors, ça veut dire des barrières systématiques dans le sens qu'ils n'ont pas assez de temps, ils n'ont pas assez de ressources, ils ont des problèmes où les étudiants entrent dans leur cours et ils ne sont pas tous au même niveau. Alors, ils ne savent pas où commencer, même si c'est un cours qui a un prérequis et que les étudiants étaient censés avoir déjà acquis un certain nombre d'habiletés ou connaissances. Même avec ça, il y a des problèmes où il y a des étudiants qui sont ici et des étudiants qui sont là et les profs ne savent pas où commencer. Ils ne sentent pas qu'ils ont assez de support ou appui des départements pour avoir du temps de labo, pour vraiment montrer aux étudiants comment faire les analyses, comment devenir plus à l'aise. Le problème au niveau organisationnel, pour ceux qui embauchent les gradués, c'est que les personnes qui ont ces compétences snap up quickly et les organisations de plus en plus cherchent ces personnes avec ces compétences-là, mais il n'y a pas assez de personnes pour remplir la demande. So that's where we're at. C'est ça. Alors, je passe maintenant la parole. Parfait. Donc, à travers l'étude 2B, comme Meredith a mentionné, on est allé voir aussi qu'est-ce qu'en pensent les étudiants, donc de leur cours de méthode quantitative. Donc, c'est ça. Les recherches démontrent que c'est important de recueillir les idées de toutes les personnes impliquées, donc les experts dont on parlait tout à l'heure. Fait que oui, les professeurs, les administrateurs, mais aussi les étudiants, puis ils sont souvent exclus des conversations par rapport à ça. Donc, pour nous, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, ce qu'on a fait à travers cette étude-là, c'est qu'on a interrogé les étudiants sur leur expérience dans leur cours de méthode quantitative. Donc, on voulait leur point de vue sur les obstacles à l'apprentissage, les défis auxquels ils ont fait face, puis le plus important, à mon avis, les recommandations, comment on peut améliorer la situation qui n'est pas géniale présentement. Donc, comme méthode, on a utilisé les entrevues semi-structurées. Donc, on avait un échantillon de 11 participants, mais avec qui on est allé plus en profondeur. Donc, puis comme on le voit en haut, là, ça nous a permis d'avoir un compte-rendu plus détaillé de comment s'était passé leur semestre. Donc, on les a rencontrés après leur semestre pour faire une espèce de rétrospective sur comment ça s'était passé. Donc, on avait des participants de 4 départements avec des moyennes pondérées cumulatives qui variaient. Là, on le voit de 6,5 à 9,6. Donc, on avait quand même des profils d'étudiants divers, puis au niveau de la diversité ethnique aussi. Donc, à travers les entrevues semi-structurées, là, on a essayé d'explorer, de capturer des descriptions profondes, de voir vraiment quelle était la situation pour eux. Puis les questions qu'on leur posait étaient basées sur les émotions, les préconceptions, les perceptions qu'ils peuvent avoir, leurs attentes par rapport au cours, puis leurs sentiments pendant le semestre aussi. Puis pour l'analyse des données, on a utilisé l'analyse thématique en 6 phases de Brown et Clark. Donc, c'est ce qui nous a permis après de ressortir les grands thèmes, si on veut, là, de ce que les participants nous ont dit. Donc, on s'est familiarisé avec les données. Donc, on a relu toutes les entrevues qu'on a transcrites. On a pensé à des codes pour voir est-ce qu'il y a des choses qui reviennent à travers l'expérience de plusieurs étudiants. Puis ça nous a permis de faire des thèmes qu'on a par la suite utilisés pour produire notre rapport. Puis cette étude-là est en révision présentement, là, donc vous allez pouvoir la lire bientôt, on espère. On a aussi utilisé une approche ligne du temps. Donc, à travers l'entrevue, même si elle avait lieu après le semestre, on guidait, si on veut, le participant à se remémorer à travers leur syllabus, notamment qu'on a utilisé, comment ils se sentaient avant le semestre. Ensuite, comment c'était pendant les premières semaines, comment s'est passé leur examen de mi-session, etc. Ça nous permet de mieux comprendre peut-être à quel moment sont les problématiques principales. Puis, c'est quoi les facteurs qui viennent influencer si ça se passe bien ou pas l'examen de mi-session, par exemple.
Donc, ça, c'est le genre de phrases qu'on pouvait voir chez les étudiants, là. Donc, souvent, il y avait beaucoup d'anxiété avant le semestre. Souvent, les étudiants ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Méthode quantitative. Puis, comme on a dit au début, souvent, c'est des étudiants, par exemple, en psychologie, qui ne pensaient pas nécessairement devoir étudier les statistiques. Donc, souvent, il y a beaucoup d'anxiété à ce niveau-là. Puis, souvent, les premières semaines, ça peut avoir l'air assez relax. La matière n'est pas encore trop complexe. C'est des notions qu'on a déjà vues, la moyenne, la médiane. Puis là arrive l'examen de mi-session, puis c'est souvent là où on parle du downhill en anglais, mais c'est souvent là où on voit que les étudiants, là, ça commence à aller de moins en moins bien. La motivation, même l'implication dans le cours, ça devient trop. Le matériel devient dense, difficile, etc. Donc, puis là, rendu à l'examen final, là, souvent on a des sentiments de stress, d'incompétence. Puis après le semestre, malheureusement, c'est pas un cours que les étudiants recommanderaient à un ami, là. Donc, on voit que c'est pas idéal comme situation, là. Donc, pour ce qui est des résultats, notamment, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que les profs, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus réalistes par rapport à la manière dont le matériel est enseigné à travers le semestre. Donc, souvent, là, comme je le mentionnais, c'est trop lent, trop relax. Au début, ça ne donne peut-être pas une bonne perspective. Le cours, ça ne sera pas ça, là, parce qu'on voit qu'après l'examen de session, les choses accélèrent et ça devient plus dense. Donc, peut-être de repenser un peu le rythme du cours. Puis, ça nous a amené aussi à, dans le fond, on s'en doutait, là, mais le professeur a vraiment un rôle clé dans la perception que les étudiants ont d'eux-mêmes, puis leur sentiment de compétence. Donc, juste de réitérer l'importance du rôle du prof dans l'expérience des étudiants. Puis, on a vu aussi que de fournir des exemples concrets, de contexte, de comment c'est applicable dans le champ d'expertise de chaque étudiant, là, que ce soit en psycho, en socio, comment ils vont utiliser ces compétences-là en méthode quantitative, ça aidait grandement. Donc, sinon, ça peut être trop abstrait ou déjà un étudiant qui entre dans le cours ne sachant pas trop ce qu'il fait là, ça peut être vraiment utile de l'emmener à avoir des applications réelles. On a vu aussi que la structure de classe, c'était quelque chose qui était très apprécié, donc d'avoir que ce soit un plan de cours qui est clair, de comprendre l'objectif des évaluations, de vraiment avoir une belle structure, un prof qui a réfléchi à ça puis qui le partage à ses élèves, ça a été apprécié. Puis, les données ont aussi révélé un besoin de cohérence entre les différents cours. Donc, comme Meredith parlait tantôt, présentement, on a 18 cours d'introduction aux méthodes quantitatives sur le campus à l'Université d'Ottawa. Donc, de s'assurer qu'il y a une cohérence, que ce soit les manuels qui sont utilisés, comment la matière est enseignée. Les étudiants, parfois, se parlent, ne sont pas dans le même cours, puis le réalisent. Toi, tu fais ça, moi, mon cours est beaucoup plus difficile, je ne comprends pas. Donc, d'assurer, puis c'est un peu l'objectif aussi à travers le labo de la littératie des données, d'uniformiser la manière dont c'est enseigné. Donc, les applications de cette étude-là, ça nous fournit des informations sur comment ces cours-là sont vécus, puis indéniablement, comment on va pouvoir les améliorer. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est un vécu qui est vraiment pertinent, celui des étudiants. Puis, à travers l'étude qualitative, on a été vraiment plus en profondeur. Donc, un autre sommaire là, des résultats. Souvent, les étudiants, même après avoir suivi leur cours, ne voient pas l'avantage de suivre une formation en méthode quantitative, ce qui est dommage parce que, comme on l'a démontré au début, c'est extrêmement pertinent, puis en fait, ça l'est de plus en plus. Puis, on l'a vu aussi, la formation premier cycle, ça ne les prépare pas adéquatement au marché du travail. Puis, les cours de méthode quantitative semblent avoir un petit impact à court terme, mais la rétention n'est pas optimale non plus. Puis, on sait que toutes ces choses-là sont interliés, là, de comprendre pourquoi on fait ça, ensuite l'expérience dans le cours, puis la rétention à long terme. Donc, c'est ça. Malheureusement, on réalise que peut-être que l'approche actuelle en enseignement n'est pas à la hauteur et qu'il faudrait en fait repenser l'enseignement des méthodes quantitatives. Point. Donc, en ce moment, on est beaucoup dans une méthode scientifique, on essaie de former des chercheurs, on est très axé sur, là, on parle de tests, de calculs, puis parfois les étudiants ne comprennent pas justement le lien avec leur futur. Nous, on parle plus, on aimerait amener ça vers une formation plus en littératie des données, qui est, comme on l'a vu au début, hyper pertinente. Donc, puis ça inclut, là, si on pense au modèle de Gall, la pensée critique, l'interprétation, la prise de décision, puis ultimement, le but, c'est de former des employés qui sont compétents. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat jusqu'à présent. C'est des chats qui sont dans le chat. OK. Je vais passer la parole à Bianca pour l'Institut des données.
OK, donc bonjour. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'anxiété des données. Donc, comme les collègues l'ont présenté, il y a énormément de problèmes qui découlent d'une incompréhension envers les données, que ce soit dans les cours de méthode quantitative ou bien dans le milieu du travail. Ça peut générer des sentiments anxiogènes qui pourraient faire barrière en soi à une littératie des données adéquate. Donc, je vais vous parler un peu du contexte entourant cela. Thank you. Donc, en général, les données, comme on l'a mentionné, sont présentes partout dans notre entourage, que ce soit dans notre cellulaire, lorsqu'on fait des analyses, quoi que ce soit. Puis, ça peut générer, comme je l'ai mentionné, des sentiments anxiogènes, soit parce qu'on manque de contrôle sur la distribution de ces données personnelles. Donc, oh non, est-ce que je vais me faire arnaquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver à mes données? Une incapacité à identifier le biais dans les données. Donc, lorsqu'on lit un article, est-ce qu'on a cette pensée critique-là où on a de l'incapacité à déterminer vraiment est-ce que je lis de l'information qui est valide, est-ce que c'est important, quoi que ce soit? Se fier à de fausses données, donc ça revient un peu à l'incapacité à identifier des biais dans les données, puis de l'incapacité à interpréter les données. Donc, même si on lit des articles de journal ou quoi que ce soit, qu'on voit des graphiques, est-ce que je suis vraiment capable de comprendre ce qui m'est indiqué et qui m'est communiqué? Donc, pour répondre à ce besoin-là d'identifier cette barrière que pourrait être l'anxiété des données, on a développé une échelle à l'automne 2021. À ce qu'on ne sache, ce n'est pas un construit qui a été exploré dans la littérature scientifique à ce jour. Donc, on s'est fié sur le modèle de Gall que Meredith a présenté plus tôt. Puis, on a décidé d'ajouter une autre composante, l'anxiété liée à la communication des données, puisque la communication a un rôle si important dans notre société. C'est une échelle dans 7 points de style Likert, puis elle comprend 6 sous-échelles, donc les 5 sous-échelles qui découlent du modèle de Gall et puis la 6e. Puis on peut voir ici des exemples d'items de notre échelle. Donc, les objectifs et hypothèses de ce projet-là, c'est d'abord de valider l'échelle de mesure sur l'anxiété des données afin d'identifier les barrières que peut représenter l'anxiété à la littératie des données auprès non seulement de la population étudiante universitaire, mais également auprès de la population générale. Puis nos hypothèses, donc on peut faire apparaître les 3. On s'attend à ce qu'un test de validité démontre une structure factorielle multidimensionnelle qui représenterait vraiment nos 6 sous-échelles, puis qu'il y ait non seulement de la validité convergente, mais également discriminante avec des construits apparentés. Donc, on sait déjà que l'anxiété statistique puis l'anxiété mathématique sont des construits bien établis dans la littérature scientifique. Il y a plusieurs échelles, il y a plusieurs études, quoi que ce soit. Donc, on s'est un peu inspiré de ce concept-là. Mais on veut aussi montrer que c'est un concept à part entière, l'anxiété des données, là, que ce n'est pas l'anxiété mathématique, ce n'est pas l'anxiété statistique, donc il y a de la validité discriminante. Donc, en ce qui a trait à la méthodologie, notre objectif, c'est vraiment de faire une validation de cette échelle auprès de 4 différentes populations. La première étant une population étudiante universitaire générale, recrutée à partir du bassin du système intégré de participation à la recherche de l'Université d'Ottawa. Le second, auprès de la population générale, encore une fois à partir du bassin du SPR, mais cette fois-ci le bassin communautaire. Et puis, le troisième échantillon serait composé d'étudiants dans ces fameux cours qu'on parlait qui étaient des équivalents dans le campus pour voir est-ce qu'il y a des différences, est-ce que ça pourrait avoir un effet, quoi que ce soit. Autant en français qu'en anglais. Donc, ça, ce sont les codes de cours en français, là, mais on double ça encore une fois. Puis, finalement, auprès de la population générale dans la communauté. Donc, ça, c'est les différentes échelles qui ont été incluses au sein de notre questionnaire, en plus de notre questionnaire d'anxiété des données, afin de déterminer justement s'il y a de la validité convergente, discriminante avec différents construits. On a, comme j'ai mentionné, l'anxiété mathématique, l'anxiété statistique, la pensée critique aussi, on l'a inclus parce que ça fait partie du modèle de Gall, l'anxiété, la dépression et puis l'épuisement, le burn-out, qu'on s'attend qu'il soit convergent. Là. En ce qui est trait au statut actuel de ce projet-là, donc, il y a eu le développement des items par un processus déductif et exploratoire, ainsi que la validité de contenu à l'automne 2021. On a également procédé à la collecte de données à l'automne 2021. Puis après avoir nettoyé les données, là, on s'est rendu à un échantillon de 415 participants. Puis à l'hiver 2022, on a relancé l'étude, mais cette fois-ci, on a inclus un questionnaire sur l'anxiété financière parce qu'on s'est rendu compte, peut-être que ça serait un construit qui serait important à examiner en parallèle au nôtre. Puis, à l'hiver, après le nettoyage des données, on s'est rendu à 440 participants également. Puis ça, c'était auprès de la population étudiante universitaire là, dans le SPR. On a également conduit des analyses préliminaires, donc des données sociodémographiques, des corrélations, puis on a fait des premières analyses factorielles, exploratoires et confirmatives.
Puis en cours, là, donc, on cherche à réduire le nombre d'items à la suite de ces analyses préliminaires-là. Par la suite, on décide de refaire des analyses factorielles exploratoires puis confirmatoires afin de vraiment là, venir solidifier notre échelle puis la rendre le plus valide et fiable possible. Pour ce faire, justement, on va générer les alphas de Cronbach, le rho, alpha, bêta, oméga, etc., puis faire des tests de validité. Le processus qu'on suit, c'est celui dépicté là, dans cet article-ci que je vous ai mis, puisque c'est un article, une présentation visant à vous donner des outils aussi. J'ai pensé que ce serait important peut-être d'inclure cet article-là, là, qui est une excellente référence, qui donne vraiment en étape par étape là, comment bien valider une échelle, construire une échelle, puis suivre les meilleures pratiques possibles. Donc, pour les résultats anticipés, l'encadré représente notre territoire conceptuel. Donc, ici, en vert pâle, ça représenterait vraiment là, notre échelle d'anxiété des données avec ces 6 sous-échelles. Puis par la suite, on a différents construits qu'on s'attend à faire des analyses en parallèle, comme j'ai mentionné. Donc, on s'attend à ce que l'anxiété mathématique puis le state anxiety, donc l'anxiété liée à l'état, soit fortement corrélée avec l'anxiété des données. Le state anxiety, c'est vraiment une anxiété qui est liée à un état présent. Donc, ce n'est pas une anxiété généralisée, c'est vraiment « Oh non, j'ai un test, je ne suis pas capable d'interpréter mes données, qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est pour ça qu'on s'attend vraiment à ce que ça fasse partie de notre territoire conceptuel, puis que ça soit très près là, de l'anxiété des données. On examine l'anxiété statistique et la pensée critique, qu'on s'attend à ce qu'il y ait une validité convergente entre tous ces beaux construits-là. Puis la dépression, l'épuisement et puis l'anxiété de trait, là, donc vraiment l'anxiété plus généralisée, si on veut. On s'attend également à ce qu'il y ait de la validité convergente et discriminante là, avec ces construits-là. Donc, c'était tout pour ce projet-ci. Est-ce qu'il y avait des questions ou non? C'est bon. Excellent, merci. Donc, pour la résilience académique, je vais inviter aussi Dominique là, à me rejoindre dans le cadre de la caméra. Donc, la résilience académique, c'est un projet qui a été entamé, si je ne me trompe pas, en 2021, principalement par notre co-superviseur, Dr. Simon Baudry. Puis le problème présentement, c'est que dans la littérature scientifique ayant trait à la résilience académique des étudiants, on se centre beaucoup sur comment les professeurs puis l'environnement universitaire peut tendre aux besoins de l'étudiant et non comment l'étudiant peut tendre lui-même à ses propres besoins puis être en mesure de rencontrer les adversités qu'il vit au courant de la session. Donc, justement, la problématique, les environnements d'apprentissage optimaux sont ceux où les besoins psychologiques fondamentaux des étudiants sont comblés à cause de facteurs internes, externes. Ces contextes ne sont pas toujours disponibles, particulièrement autour du temps de la pandémie. C'est un temps qui nous intéressait beaucoup. Puis le cadre théorique, c'est celui de la théorie de l'autodétermination, donc Self-Determination Theory en anglais. Puis ce sont des études axées sur le rôle des professeurs, comme je l'ai mentionné, là, qui tendent à la satisfaction des besoins étudiants, puis comment que les étudiants peuvent être des agents actifs d'auto-support. Ça, c'est les références. Donc, pour ce projet-là, on avait vraiment 2 branches, si on veut. La première qui est quantitative. Donc, c'est nos projets de thèse de spécialisation, là, notamment. Donc, Bianca est plus dans le quantitatif, moi dans le qualitatif. Donc, de son côté, elle a exploré l'évolution de la résilience académique à travers un semestre. Donc, puis, évidemment, on a mis ça en relation avec d'autres construits, là, comme l'anxiété, les stratégies de coping, la motivation, les besoins psychologiques fondamentaux. Puis de mon côté, j'ai aussi suivi l'évolution de la résilience académique pendant le semestre, mais à travers des entrevues semi-structurées une fois de plus. Puis on s'intéresse à comment les besoins des étudiants sont satisfaits ou non pendant leur carrière académique. Puis l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de comprendre la relation entre la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux et la résilience académique dans la population étudiante de l'Université d'Ottawa. Puis l'objectif vraiment plus à long terme, c'est de développer des outils d'auto-support, donc qui vont favoriser la satisfaction des besoins des étudiants, augmenter leur résilience académique, puis finalement là, générer des résultats positifs pour eux là, à travers leurs études. Donc, je vais parler cette fois-ci du volet quantitatif du projet. Il y a une première étude qui a été menée en 2021-2022 par un autre étudiant en thèse de spécialisation qui a exploré de manière préliminaire le lien entre le TDAH puis la résilience académique. Toutefois, en explorant davantage la littérature, on s'est rendu compte qu'il y a peu d'études qui explorent le devis longitudinal de la résilience académique au courant d'un semestre. Donc, c'était plutôt
on mesure la résilience académique, puis on fait des conclusions par rapport à ça. Donc, on a ressenti le besoin de lancer une étude longitudinale portant sur la résilience académique auprès des étudiants de l'Université d'Ottawa. Ils ont été recrutés à partir du bassin étudiant du SPR, encore une fois. Et puis, pour participer à l'étude, les participants devaient consentir de manière éclairée, bien entendu, à répondre à 4 questionnaires en ligne d'une durée d'environ 20 minutes chacun. Puis, pour les remercier de leur participation, ils recevaient 0,5 crédits envers leur cours pour chaque questionnaire complété, donc 2 crédits pour leur participation. Et puis, ces questionnaires devaient être remplis à 20 jours d'intervalle. Par contre, ils pouvaient bien entendu laisser aller l'étude au courant ou quoi que ce soit. Puis pour les mesures qui étaient incluses dans ces questionnaires, on a une échelle de résilience académique établie par Cassidy en 2016, puis on en a une autre par Martin en 2013. On a également mesuré les mécanismes d'adaptation, soit le coping avec le Brief Cope Inventory, l'anxiété avec le Generalized Anxiety Disorder Screener, puis les relations interpersonnelles avec le Interpersonal Behaviors Questionnaire, établi par Meredith Rocky, puis les besoins psychologiques de base, là, donc de frustration, de satisfaction, quoi que ce soit. Puis il y avait également une évaluation du cours là, dans chaque questionnaire. Donc, pour la partie plus qualitative, dans le fond, les 2 études se sont déroulées sur le même semestre qui était le semestre d'automne 2022, simultanément. Là, puis le but, c'est vraiment, ces 2 études-là sont complémentaires. Donc, c'était aussi là, les participants d'étudiants de premier cycle de l'Université d'Ottawa qui ont participé à la première phase de l'étude, qui était en fait la thèse de spécialisation dont Bianca a parlé. Puis, les mesures, c'était à travers un guide d'entrevue qui a été conçu par moi. Et puis, je me suis basée, là, c'est ça, beaucoup sur les questionnaires qualitatifs qui existent sur la résidence académique. Puis, à travers 4 entrevues semi-structurées, j'ai parlé avec les participants de besoins psychologiques fondamentaux, de défis académiques, de motivation, puis d'autres sujets connexes. Donc, les entrevues avaient vraiment lieu à 4 moments clés, si on veut. Donc, il y en avait une au début, une quelques semaines plus tard, une après la semaine de lecture, puis finalement une soit un peu avant ou même pendant la session d'examen. Puis une fois de plus, là, je la ramène parce que je l'aime beaucoup, l'analyse thématique. Donc, même concept, l'analyse vient de commencer, l'analyse des données pour cette partie-là. Donc, on est encore là, je dirais, on est pas mal dans la phase 2, là, phase bientôt 3. Donc, ça avance. Puis pour les résultats anticipés, ça va aussi un peu là, pour l'étude qualitative, mais bref, on s'attend à ce que les niveaux de résilience académique baissent au courant du trimestre, à mesure que les niveaux de motivation baissent également et puis que les niveaux d'anxiété augmentent. Donc, ça a déjà été établi dans la littérature qu'à mesure que les niveaux de motivation, les plus bas niveaux de motivation sont liés à de plus faibles niveaux de résilience académique et puis même chose pour l'anxiété. Donc, de plus hauts niveaux d'anxiété seraient liés à de plus faibles niveaux de résilience académique. Donc, c'est pour ça qu'on établit cette belle hypothèse. Et puis, par rapport aux mécanismes d'adaptation, donc il y a 2 études principalement qui se sont centrées sur la relation entre les mécanismes d'adaptation, soit le coping, puis la résilience académique. Puis, généralement, les conclusions ont été les mêmes, là, donc que les mécanismes d'adaptation actifs, de recadrage positif et de planification auraient des liens avec des plus hauts niveaux de résilience académique là, au sein de la population étudiante. Toutefois, ces études n'étaient pas longitudinales, donc c'est basé sur des études en un point de mesure. Donc, la contribution de ces études-là, on l'espère, c'est vraiment d'informer le développement d'outils d'autosupport. Donc, comme on l'a mentionné précédemment, on voudrait que les étudiants puissent être des agents actifs dans la satisfaction de leurs propres besoins psychologiques. Donc, de ne pas dépendre des professeurs, du milieu, etc., de vraiment avoir en main des outils qui fonctionnent. Puis, évidemment, de favoriser la résilience académique, puis des résultats d'apprentissage qui sont positifs au sein de la population étudiante universitaire. Là, évidemment, ça a été fait ici, mais on aimerait pouvoir appliquer ça un peu à travers plusieurs universités. Là. Question pour cette partie de la présentation ou non, en ligne non plus? Alors, on a une section comme est-ce qu'on veut que ça fait comme 1 heure de présentation? OK. Je vais juste faire C'est un beau projet, par contre. Oui. Mais... OK, alors, on vient de vous parler de plusieurs de nos projets en cours et maintenant, on voulait prendre quelques minutes de vous parler de projets à venir.
Alors, un des projets sur lesquels on a travaillé très fort cet automne, c'est sur une nouvelle initiative c'est pas cet automne qu'on a travaillé, c'est cet été, mais c'est une nouvelle initiative de créer des cours chez l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa sur la littératie des données, mais pour des professionnels. Pas des étudiants, mais des personnes qui cherchent à faire du développement professionnel, soit qui travaillent pour le gouvernement ou travaillent à d'autres places et veulent prendre un cours ou 2 cours, ou peut-être un mini-programme sur et vraiment cibler des compétences qui leur manquent dans leur travail actuel. Alors, l'Institut de développement professionnel avait très hâte de collaborer avec nous parce qu'ils ont vraiment une demande pour ces compétences-là chez les fonctionnaires publics. Alors, ils reçoivent souvent plusieurs demandes pour, comme, pas juste les statistiques, mais vraiment de contextualiser ça dans comme, la vie actuelle et aussi de mettre l'emphase sur les habiletés et les compétences transférables à leur comme, propre carrière. Alors, ça retouche aussi les choses qu'on a vues dans notre recherche, qu'il y a présentement un manque, un gap, une lacune, je sais pas quoi, entre qu'est-ce qui est enseigné au bac dans la plupart des programmes et les habiletés qui sont nécessaires pour faire de travailler, d'avoir du succès sur le marché du travail. Alors, ça, c'est une nouvelle initiative. On avait aussi au début parlé de, comme plus globalement, nos objectifs de recherche au labo. Une chose qu'on veut faire maintenant, alors comme Bianca avait parlé de son outil, la création de son outil pour mesurer l'anxiété de données, on veut maintenant commencer à créer des interventions pédagogiques qui visent vraiment à améliorer la motivation face à apprendre la littératie de données, mais aussi réduire la barrière la plus importante qui est l'anxiété. Alors, je pense qu'elle vous a convaincu que l'anxiété est importante, mais je pense qu'on peut tous, comprendre cette anxiété. On a tous sûrement fait face à un point ou un autre à des données, un tableau. On a lu juste même sur les nouvelles le soir que je ne le comprends pas. Je sais pas, ou je sais pas si je l'interprète correctement, etc. Et cette anxiété-là peut, et on le voit, ça limite notre capacité à apprendre ces habiletés. Alors, le but, après qu'on comprend plus un peu comment l'anxiété se manifeste, ça serait de vraiment essayer de développer des stratégies pour la réduire. Et aussi, on se concentre toujours sur l'accessibilité des données et la communication avec les données, et on veut vraiment promouvoir et créer la formation pour aider les chercheurs et tous ceux qui communiquent avec les données à être plus clairs et plus transparents dans leurs résultats et la façon qu'ils partagent leurs informations. Alors, on a des chercheurs ici à l'Université d'Ottawa qui font beaucoup de recherche dans le Open Science Movement. Alors, relié à ça, mais essentiellement être pas juste open, but clear and transparent. Alors, ça, c'est notre objectif, et de vraiment garder une perspective littératie des données, dans le sens que promouvoir toutes ces compétences-là et clair-là. And I turn this off. Sorry. Oh, perfect. Okay, good. Ensuite, sorry, on a perdu. OK. Et c'est ça. Alors, et relié aussi à la communication des données, on veut... OK, on ne voit pas les messages? Non. Perfect. OK. Excuse-moi, pour ceux qui sont en ligne, présentement, je reçois des messages Teams de notre collègue qui finit sa demande pour une bourse, une subvention CRSH qui est à remettre hier soir, mais on le fait aujourd'hui. OK. Anyway. Alors, d'autres choses qu'on veut développer, c'est des outils pour des chercheurs à leur aider à diffuser leurs recherches et résultats, et vraiment de mettre en place sur la communication claire et complète des données.
d'autres projets qui s'en viennent, j'espère. Alors, on a soumis cet automne une demande au CRSH pour une subvention de 5 ans pour développer un cours qui va remplacer, ou on espère remplacer les cours de méthode quantitative avec un cours de littératie des données. Et le plan, c'est à travers 3 phases de déterminer c'est quoi le format idéal de ce cours, de créer le cours, ensuite évaluer l'efficacité et ensuite de le tester contre un groupe contrôle pour voir si on a des améliorations au niveau des compétences et des habiletés en littératie des données comparé à ceux qui prennent un cours de méthode quantitative traditionnelle. Alors, on devrait apprendre les résultats d'ici 6 semaines et on espère qu'on va recevoir la subvention et pouvoir commencer cette recherche. Et si on a cette subvention, la recherche va se faire dans le nouveau laboratoire Triple I, Inclusion, Interaction et Intervention. Alors, c'est un laboratoire de recherche à Desmarais, au 2e étage, qui est une collaboration entre Telfer et la Faculté des Arts. Et c'est subventionné par les fonds de recherche Innovation du Canada. Et essentiellement, le labo va inclure une salle de classe expérimentale. Mais on voit ici, c'est un schéma miniature du labo. En réalité, il y a 2 autres petites salles à gauche. Oups. Mais tous les meubles sont flexibles et on peut les réarranger comme on veut pour créer différents scénarios. Mais quand on entre dans le labo, on a une salle de classe et on a de la place pour jusqu'à 30 étudiants qui pourraient passer et être dans un cours, mais en même temps qu'on les observe pour des raisons de recherche. On a aussi des petites salles où on peut examiner des petits groupes, soit de comme 5 à 10 personnes, et ensuite d'autres places où on peut observer des personnes en groupe de soit 1 à 4. Mais ce qui rend le labo spécial, c'est l'intégration d'une technologie qui s'appelle NOLDIS, où essentiellement tous les mouvements dans l'espace sont enregistrés. Alors, si on parle, si on bouge, il y a de la façon à intégrer la reconnaissance faciale, émotionnelle. On peut examiner les distances, tous les comportements non verbaux pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la salle et ensuite le mettre sur un timeline ou une ligne de temps et essentiellement établir cause-effet. Alors, on pourrait voir que le prof parle, ensuite le prof, en parlant en même temps, il a fait des mouvements non verbaux. On peut voir aussi que les dispositifs, le PowerPoint du cours, peut-être on voit où ça change. On voit un étudiant qui demande une question. On peut voir d'autres étudiants qui sont peut-être sur leur cellulaire en train de faire d'autres choses qui ne sont pas reliées au cours. On peut voir un peu où sont les yeux. Mais l'idée, ça serait de regarder tous les chercheurs peuvent l'utiliser comme ils veulent, mais dans notre recherche, on veut examiner à quel point dans un cours, quand ça vient à l'apprentissage de méthode quantitative, est-ce qu'on perd les étudiants? Et c'est quelle matière, quel élément spécifique les rend comme, OK, là, essayer d'identifier ces moments-là pour essayer de les éviter. Alors, ça, c'est le labo qui va être prêt à commencer, la construction va être complétée d'ici le début juillet. Et on peut commencer à faire des études à partir de septembre. Et semblable à la labo Inspire qu'on a accès au département de communication, c'est la même chose pour le labo Triple I. Alors, puisque c'est une collaboration hors Telfer, les chercheurs de la Faculté des Arts ont accès. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, let me know. Et finalement, on va conclure avec notre vision pour l'Université d'Ottawa. Alors, cet automne, on a passé plusieurs heures sur une proposition pour la création d'un institut en littératie des données. Et l'idée a commencé par le fait qu'on veut que les cours de méthode et l'enseignement des méthodes quantitatives et la littératie des données, comme on peut faire des petites choses et des petites modifications dans les départements, mais ça, c'est en silo, on ne travaille pas ensemble. Mais je pense, pour faire vraiment comme du vrai changement et vraiment
moderniser l'université, moderniser l'enseignement. Il faut une perspective globale et il faut une approche comme universitaire et pas juste dans les petits départements ici. Alors, on a mis ensemble une proposition pour la création d'un institut de recherche et de formation à l'Université d'Ottawa qui s'appelle l'Institut de littératie des données. Et on voit que le plan inclut l'éducation et la formation, mais la littératie des données est aussi nécessaire pour toutes les autres recherches. Et c'est comme si on veut communiquer nos résultats, si on veut avancer nos données, si on veut former des chercheurs. Et l'idée, c'est de l'intégrer, la littératie des données, dans tous les aspects de la recherche, non seulement l'éducation, mais vraiment utiliser cet œil critique et de vraiment voir si on peut améliorer et collaborer entre départements et disciplines pour répondre à des plus grandes questions. Alors, on attend les résultats de le concours qu'on devrait apprendre d'ici, aujourd'hui, 11 janvier. Alors, c'est ça. J'avais oublié qu'on avait ici. Et la vision au niveau de la formation, ce serait qu'on a lu les 9 cours qui sont tous pareils mais différents et que semblable à l'ILOB, ici sur le campus, où tous les cours de langue seconde, soit c'est FLS ou ESL, au lieu d'être offerts dans tous les départements, on offre les cours, une place centrale avec des experts qui comme sont experts dans Second Language Learning et on a des tests de classement que les étudiants peuvent faire avant et tous les départements ont un certain nombre de cours d'habiletés qui veulent que ça soit comme saisi avant qu'ils retournent au département pour leur apprentissage domaine spécifique. So, tout le monde, ça veut dire rendu dans les départements, tout le monde a les mêmes compétences, tout le monde commence du même point et on commence à réduire aussi les barrières qui ont ressorti de notre recherche. Alors, ça, c'est le but et c'est tout. Alors, merci à Bianca et Dominique qui ont présenté avec moi. Étudiante au bac, mais très, très excellente présentatrice. So, thank you. Thanks, online friends. Oui. Thanks, Connie. So, we're done. Yeah. And I talked about research in French for now. So, je ne sais pas s'il y a des questions ou comment est-ce qu'on veut procéder. Oui. Oui, on a une question. Je peux le lire. Oui. De quelle manière les étudiants, les dossiers des élèves peuvent-ils sensibiliser à l'enseignement pour assurer et mettre en œuvre des changements dans la philosophie de l'enseignement? Est-ce que, yeah, I just need to read it. Ben d'abord, les résultats qu'on a trouvés, je crois que c'est important aussi de partager nos connaissances comme nous le faisons présentement pour justement être en mesure de changer la philosophie là, de l'enseignement. Puis par l'Institut de littératie des données, je crois que ça serait vraiment ça. Là, en ayant un changement aussi colossal sur le campus, ça permettrait de sensibiliser les enseignants présentement en méthode de quantitative qui ont besoin de changer là, les méthodes présentement, puis éventuellement d'adhérer là, à cette nouvelle philosophie d'institut. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous vouliez Oui, je pense, ajouter. Gabriella, tu bring up. Oui, ça c'est apporte un oui, bon c'est un point. bon point. Oui, c'est un bon point. Et c'est pour ça qu'on voulait essentiellement créer l'Institut pour avoir comme une approche globale, parce que c'est vrai qu'il y a de la résistance partout et que tout le monde a leur propre vision de comment enseigner, surtout quand ça vient aux méthodes de recherche et les méthodes de recherche quantitative. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs profs qui pensent que, oui, on sait qu'il y a des problèmes, on sait que c'est pénible, mais c'est comme ça qu'on le fait. Alors, mais si on a une approche top-down, je pense qu'on peut commencer à vraiment intégrer des changements. Mais c'est vrai, ça c'est, that's the barrier. Puis merci pour votre question aussi, Gabriella. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai écouté ça. Comme des belles tragiques et je suis tellement heureuse que faire l'approche comme c'est principalement des plaintes au sujet des étudiants ont amélioré leur skills, des choses comme ça. C'est comme on parle avec eux et comme c'est arrivé des choses comme ça.
Je m'intéresse au sujet de comme motivation et anxiété. C'est-à-dire de parler de ces sujets dans les humanités numériques. On a parfois ce problème des étudiants qui ils aiment leur sujet propre à eux, comme littérature française ou art history, n'importe quoi, mais ils ont peur des ordinateurs. Et parfois, on a un truc qui est comme magique, comme quand c'est possible de engager avec leur discipline, mais aussi utiliser le GitHub ou command line. Ça réduire l'anxiété. Ce truc, après ça, il était comme, OK, je peux aller écrire mes livres et fermer l'ordinateur et comme ça. Et je veux demander, est-ce que c'est le contenu de tous les 9 cours et est-ce que avoir accès aux des sujets particuliers, c'est pas qu'on parle de données en général, mais c'est de données à vous. Est-ce que c'est non, I'm gonna default English. It's okay. Yeah, you can ask it in English. There's no problem. Yeah. Or like work on like content that has to do with my own discipline. I love it, and I feel like that makes me even more nervous. I can really like wreck something, you know, that like relates to my own field. So with these like 9 courses, when you like look at them, it's a little bit so like the courses have a lot of content that relate to the field. Like they're like, oh, we're only talking about psychology and we're using stats. We're only talking about whatever's in HSS. Yeah. And we're doing. So it's very exciting. I feel like Dominique might be the one to answer that question because she is more familiar with the syllabi, I think, from just the syllabus study or like the study on that. Comme le rôle de sujet propre à la question. Mais tu sais, il y a beaucoup de... Honnêtement, si on regarde tous les syllabus, il y a beaucoup de communs. Tu sais, les thèmes sont les mêmes. Puis après, ça dépend du professeur. Il y en a qui vont faire le choix de, OK, on amène ça vraiment là, dans le thème de la psycho, puis je vous montre des études où je vous amène vraiment à comprendre le lien, puis d'autres vont moins le faire. Donc, c'est là aussi le besoin d'universaliser tout ça. Puis après, c'est pas super complexe, c'est d'ajouter un petit exemple, 2 pertinents à chaque discipline. Mais là, présentement, que ce soit peu importe lequel des 9 cours, certains, les sujets qui sont vus une semaine après l'autre sont souvent les mêmes. Puis après, on pourrait avoir 2 étudiants en psycho. Un va avoir vu des exemples en lien avec la discipline, être super excité, comprendre le lien, puis l'autre, parce qu'il y a un autre professeur dans un autre code de cours, n'a pas du tout eu la même expérience. Donc, même à travers un cours, la même code de cours, on a 2 expériences complètement différentes. Donc, là, le besoin de vraiment évaluer les besoins, puis après ça, les adresser. Et juste pour, mon collègue Simon et moi, on a donné une présentation à York il y a 2 semaines et quelqu'un nous a parlé de, si on fait une approche combinée, you know, qu'est-ce qui arrive si on donne des exemples qui sont pas d'un discipline, etc. Alors, on avait dit, si on comme à l'Institut, des exemples pourraient être comme dans la vie générale, like people's day-to-day life. Mais aussi, alors, en dehors du travail, j'enseigne, je coach entraîneuse de patinage artistique. Et une de mes patineuses fait sa maîtrise en biologie à Carleton et elle est tirée pour un cours de stats. Et elle me parlait de fait que, comme, OK, les étudiants, si on fait un test de T, on veut déterminer si est-ce qu'on fait des comparaisons de 2 personnes à 2 différents temps de mesure ou 2 différents groupes de personnes. Et nous, en sciences humaines, nos exemples sont toujours de personnes, right? On parle de personnes. Mais chez elle, it's like, is it a cat and a dog or is it a cat twice? Et mais peut-être pour certains étudiants, d'entendre des exemples de d'autres disciplines, ça va leur aider à retenir, oh, OK, des fois, je peux pas, comme je parle de personnes, 2 temps de mesure, je sais pas, mais si je parle de mon chat, peut-être là, ça va, you know, it'll help. Alors, ça, je pense, like, I think the combination has potential to help.
Moi, ça me fait penser aussi beaucoup à Telford, tout leur programme de premier cycle, qui ont un tronc commun pendant les 2 premières années. Puis tous les étudiants suivent les mêmes cours pendant les 2 premières années, puis ça fonctionne. Donc, je me dis, si on transfère un peu cette approche-là à d'autres cours, sans que ça soit nécessairement un programme, là, mais si on transfère ça à d'autres cours, ça fonctionne pour Telford avec leur tronc commun. Peut-être que ça pourrait fonctionner pour un cours aussi, là, en particulier, même si c'est des programmes différents au sein de Telford même. Là. Ouais. Et je vois la question dans le chat au niveau d'assurer que les cours sont accessibles. Mais alors, je n'avais pas parlé ça en détail, mais dans la recherche proposée, on a toute une série de consultations avec différents groupes, surtout TLSS, SAS, etc., pour avoir leur perspective sur non seulement le format du cours, mais le contenu de chaque leçon, les travaux, etc., pour assurer qu'il n'y a personne qui est comme exclu de cette formation et d'essayer le plus possible d'être inclusif dans la façon que la matière est enseignée, dans la façon que c'est évalué et d'assurer vraiment que l'emphase est vraiment sur, à la fin, que l'étudiant ait telle compétence. Et on est moins axé sur est-ce que c'est nécessaire que tout le monde se rend là de la même façon. Alors, c'est vraiment le but et on a plus de détails dans la proposée et c'est certain que si on a la subvention, ça va prendre 1 an ou plus pour vraiment identifier toutes ces nuances-là, mais c'est vraiment une priorité parce que je le vois en enseignant des cours de méthode quantitative. Moi, je n'ai pas le choix de choisir l'approche qui va fonctionner pour le plus de personnes possible dans le cours, mais c'est certain que ce n'est pas l'approche qui fonctionne pour tout le monde. Et si on était pour combiner, on pourrait encore plus avoir des options. If you're this type of learner, take this one. If you like more this type, take this one. Et si on a des ressources en commun et c'est tout combiné, on a plus d'options comme ça. C'est une bonne question. On va me dire si je comprends. Oui. C'est idéal pour réduire l'anxiété. Aussi, l'idée d'avoir comme un petit examen pour déterminer le niveau, pour être dans la classe avec des personnes avec les mêmes skills. Pour ne pas avoir le sens comme je suis dedans. Et aussi pour les profs aussi. Faire un apprentissage au secteur qui pour ça. On parlait du rythme tantôt, puis ça va l'influencer aussi grandement. Le professeur qui voit que, comme elle dit, si la majorité de la classe suit, a compris, va passer à autre chose, mais il y a toujours une poignée d'étudiants qui ne sont pas rendus là, puis l'anxiété s'accumule, puis c'est pas idéal. Et comme l'idée, ça serait vraiment de se baser de l'ILOB. Dans le sens que même s'il y a un étudiant que, selon le test, ne se retrouve pas dans le bon cours, ils font du shuffling au début parce que ça nuit à l'expérience de tout le monde. Comme non seulement à l'étudiant, mais comme je me souviens quand j'ai pris des cours d'italien, il y avait des personnes dans le cours qui, comme, clairement, ils parlaient l'italien. What the heck? On apprend comme elle, avoir, être. Il y a des personnes ici qui peuvent déjà avoir des conversations. Alors, ça nuit à l'expérience pour tout le monde. Alors, si on peut combiner, je pense qu'on peut aussi éliminer des sources de stress, etc. Merci beaucoup. Thank you. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Donc, merci Meredith, Dominique et Bianca pour cette présentation. Nous avons un autre atelier en 2 semaines. C'est sur la traduction automatique et c'est encore ici dans l'espace créatif et en ligne. Donc, si vous n'avez pas inscrit dans l'atelier, vous trouverez les informations sur notre site web. Avez-vous des événements à venir? Non. OK. OK, merci. Donc, merci encore. Merci à Connie d'être ici avec moi. Et merci à vous en ligne. On va vous voir en 2 semaines. Bonne journée. Merci.